Ce qui s'est passé hier soir, tout d'un coup, c'est que les deux parties, l'Iran et les États-Unis, ont publié ce protocole d'accord en 14 points. Et Donald Trump, pour les États-Unis, ainsi que le président iranien Pezeshkian, l'ont signé. Le document a été signé numériquement. Apparemment, vendredi, ils vont tenir une sorte de réunion. Ce n'est pas seulement une question de signature, puisqu'ils ont déjà signé le document. Il s'agit maintenant de la prochaine étape et de la manière dont ils vont mettre en œuvre les points de ce protocole d'accord. En regardant ce document, avant d'en venir à cette diapositive, vous disiez que vous aviez parcouru les points rapidement. Quelle est votre compréhension de tout cela? Eh bien, je pense que c'est un document historique. Il vaut vraiment la peine d'être lu, quoi qu'il arrive, à partir de maintenant. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'un protocole d'accord. C'est surtout une déclaration d'intention sur ce qu'ils envisagent de faire. Ce n'est pas un engagement sur ce qu'ils feront réellement. Beaucoup de points sont formulés de manière conditionnelle. Et en plus, M. Trump a déjà ajouté de nouvelles conditions dans les heures qui ont suivi la signature, en parlant du comportement de l'Iran. Il aime employer l'expression « est-ce qu'il se comporte bien ?» ce qui montre clairement que certains éléments de ce mémorandum seront ou non contraignants pour les États-Unis, selon la manière dont les États-Unis jugeront le comportement de l'Iran. Je vais supposer, je n'ai pas lu les déclarations des responsables iraniens, mais je vais partir du principe qu'ils adoptent la même position. Ils feront ce qu'ils jugent nécessaire. Et donc, quand on lit le texte, on commence à comprendre qu'il y a 2 ou 3 choses qui semblent devoir se produire très vite, assez clairement, et puis beaucoup d'autres qui pourraient, ou non, faire partie d'un accord final et qui pourraient, ou non, ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui dans le mémorandum. C'est donc très important que les gens ne s'emballent pas et n'imaginent pas qu'il s'agit d'un accord de paix. Ce n'est pas du tout ça. Trump a décidé de le faire à Versailles. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est là qu'a été signée la fin de la Première Guerre mondiale. Mais ici, il ne s'agit pas de la fin d'une guerre. Ce n'était pas ce genre de signature. Ce n'est pas ce genre de document. Cela dit, il me semble, comme à une majorité de gens, pas seulement dans le monde, mais aussi parmi les Américains, toutes tendances confondues, que c'est une perte pour les États-Unis et un gain pour l'Iran. Même les partisans républicains de M. Trump sont au minimum profondément divisés sur ce sujet. Un nombre important de personnes, représentant une part importante de sa base, regardent cette situation et ont du mal à y croire. Il faut le dire clairement pour que tout le monde comprenne. Leur opposition, qui est en train de se mobiliser, a déjà conduit M. Trump par le passé à revenir en arrière, à annuler ou tenter d'annuler ce qu'il avait fait. Est-ce possible que cela se reproduise aujourd'hui? Absolument. Ce serait naïf de ne pas voir ce processus à l'œuvre. Et cela s'inscrit dans une vieille tradition américaine, bien plus ancienne d'ailleurs que M. Trump lui-même. Il s'en sert, il l'écrit, mais ça existait avant lui. Voilà. Aux États-Unis, avec des racines dans une manière de penser protestante, religieuse, presque théocratique, qui entre en collision avec la version islamique de ce modèle en Iran. Mais laissons ça de côté un instant. Ici, aux États-Unis, on a tendance à diaboliser l'adversaire. S'il y a un Staline en Russie ou aujourd'hui un Poutine en Russie, s'il y a un Saddam Hussein, un Muammar Kadhafi, un ayatollah en Iran, ce sont des figures du mal, des monstres. On développe une sorte de vision religieuse. D'un côté Dieu, le bien, le beau, et de l'autre, le diable, littéralement son contraire. Et quand on fait ça, quand on mobilise son peuple pour voir dans un adversaire, non pas quelqu'un avec qui on a un désaccord, non pas quelqu'un dont les intérêts divergent des nôtres.
Non, non, non. Vous entendez bien, je vais citer maintenant nos plus hauts responsables. L'Iran est un mal monstrueux. Fin de citation. Un monstre maléfique. Eh bien, on ne peut pas faire de compromis avec un monstre maléfique. On ne passe pas d'accord. Dans la littérature, on a Méphistophélès, la catastrophe ironique de celui qui passe un pacte avec le diable. C'est un vieux thème. On ne fait pas ça. Alors, M. Trump s'appuie sur la diabolisation de l'Iran, et maintenant, il conclut un accord avec l'Iran. Et si vous avez regardé sa conférence de presse, parce qu'il manque totalement de recul sur lui-même, il explique que bon, on ne peut pas vraiment interdire les missiles, puisque d'autres pays du Golfe en ont aussi. Et on ne peut pas vraiment interdire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de convaincre les gens qu'il faut être raisonnable avec ceux avec qui il veut conclure un accord. Si tu veux un accord, il faut donner un peu si tu veux recevoir. Mais là, c'est trop tard. Il ne peut plus faire ça. Il a misé là-dessus, donc il divise sa base. La moitié va se dire « Ah, il est raisonnable » et ils voudront le soutenir, et ils le feront. L'autre moitié, ou peu importe les proportions, sera horrifiée. Pour eux, ils passent un pacte avec le diable, ce que les gens bien ne font pas. Et là, on entre dans quelque chose de vraiment fou. Et de tout ça, je ne sais pas ce qui va sortir, et je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Prédire l'avenir, c'est toujours risqué, et dans cette situation, c'est 2 fois plus risqué. Mais voilà ce qui va se passer. Autant qu'on puisse le dire, et tout cela, j'y reviendrai dans un instant, dépend d'Israël et de la relation des États-Unis avec Israël, qui devient, je crois, de plus en plus importante à chaque heure qui passe. Mais avant d'en arriver là, rapidement, premièrement, le détroit d'Ormuz va rouvrir. Deuxièmement, les pétroliers vont à nouveau pouvoir y passer. Ça va rapporter pas mal d'argent, comme on l'a déjà souligné. L'Iran va en profiter immédiatement, puisqu'il pourra de nouveau exporter et vendre son pétrole. Les autres pays du Golfe aussi. Tous seront contents de voir l'argent recommencer à circuler, ce qui n'était plus le cas avant. C'est apparemment ce qui va se passer. Le blocus, si j'ai bien compris, est déjà en train d'être levé pour permettre la reprise du trafic maritime. Et ça va rassurer la bourse, qui était nerveuse jusque-là. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans le pétrole, mais là encore, prudence, parce que tout ça pourrait se défaire. Qu'est-ce qui pourrait tout faire capoter? Eh bien, premièrement, Israël. C'est parfaitement clair quand on lit le document, en tout cas ça l'était pour moi en le lisant, que les 2 parties ont convenu que l'intégrité territoriale du Liban devait être garantie par les 2 côtés. On ne peut pas garantir ça s'il y a encore des troupes israéliennes dans le sud du Liban, ce qui est le cas. Et on ne peut pas non plus le faire s'ils continuent à se tirer des roquettes dessus, ce qu'ils font, d'après ce que je peux voir. Donc, ça doit s'arrêter. Et ça veut dire que les Israéliens doivent retirer leurs troupes, les ramener de l'autre côté de la frontière en Israël. Au minimum, ça doit se faire. Et ensuite, espérons qu'il n'y aura plus de roquettes tirées à travers la frontière. Mais qui va obliger les Israéliens à le faire? Personne, à part les États-Unis. Donc la question c'est, et je ne vois pas d'autre issue, soit les États-Unis le font, soit ils ne le font pas. Comment pourraient-ils le faire? Très simplement. Vous dites aux Israéliens, ça doit s'arrêter. Sinon, plus d'armes, plus d'argent, plus de soutien. Israël ne peut pas survivre dans ces conditions. Donc, le retrait de l'Amérique devient une menace existentielle, plus forte et plus immédiate que n'importe quelle menace venant d'Iran. C'est la réalité. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est la réalité. Et si les États-Unis ne le faisaient pas? Il y a une dizaine de façons possibles de s'y prendre. L'une d'elles, que M. Trump essaiera sans doute, ce sera de faire semblant d'une manière ou d'une autre qu'il n'a pas le pouvoir ou qu'il a déjà dit quelque chose, mais que M. Netanyahou, ou, s'il est remplacé par M. Bennett,
son rival dans les élections israéliennes, qui est en fait un autre Netanyahou sous un autre nom, que ces gens-là ne réagissent pas comme il faut. Il leur fera porter la responsabilité. Mais au fond, ça ne changera rien. C'est un jeu qui permet de gagner du temps. This is a game. It stretches it out. It gives Israel another week, another month. Ça donne à Israël une semaine de plus, un mois de plus, pour continuer ce qu'il fait, avant de savoir ce qu'il doit faire. Ou alors les États-Unis, sous M. Trump et sous la pression, une pression que je n'arrive pas à imaginer, et je pense qu'aucun de vos auditeurs ne peut vraiment imaginer, la force avec laquelle Israël et ses soutiens à l'intérieur des États-Unis travaillent pour éviter qu'un retrait du Liban ne soit exigé. Et puis, il y a une dernière possibilité, que je ne sais pas si quelqu'un a évoquée, mais qui me paraît évidente. On pourrait impliquer Israël dans un accord, se retirer du Liban, parce qu'il y a un engagement à respecter, et aller envahir un autre pays. Voyons si Israël peut trouver une partie de la Jordanie, une partie de la Syrie. Qui sait, peut-être que vous relancerez un jour un projet de Grand Israël, comme vous l'avez déjà fait. Mais là, vous observez, parce que les États-Unis l'exigent. Ça permettrait aux États-Unis de soutenir Israël dans une incursion dans un autre pays, tout en affirmant que cela n'a rien à voir avec le retrait iranien du Liban. Alors que c'est exactement ça. Et c'est une façon de donner à Israël quelque chose pour compenser le coût. C'est ce que font des gens comme Trump et les autres. Comment les États du Golfe réagiront si cela se produit? Comment cette région du monde réagira? Personne ne peut le dire. Mais je ne veux pas perdre les détails. Je ne veux pas non plus perdre de vue l'ensemble. La force que l'Iran a montrée en tenant ses engagements, en gardant sa position, en refusant de se laisser intimider par les États-Unis pour y renoncer, que ce soit sur l'enrichissement de l'uranium ou le contrôle du détroit d'Ormuz, au fond, peu importe. Ils ont fait des choses auxquelles les États-Unis, en tant qu'empire mondial, s'opposaient. Et ils l'ont fait. Pendant des années, ils ont réussi à déjouer les États-Unis, qui menaient des opérations à l'intérieur de l'Iran, tout comme Israël. C'est comme ça qu'ils savaient qui assassiner, et tout ce genre d'activités. Ensuite, ils ont été bombardés par ces deux pays, frappés par des missiles, et malgré tout, ils ne se sont pas effondrés. Et au final, ils ont obtenu cet accord. C'est une démonstration de puissance anti-impériale qui n'a vraiment pas d'équivalent. Et c'est différent, au moins sur un point important que je veux mettre sur la table pour que les gens y réfléchissent. Oui, les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam. Ils ont perdu la guerre en Afghanistan. Et en gros, ils ont aussi perdu la guerre en Irak. Mais dans ces trois cas, d'immenses contingents de soldats américains ont été engagés. On les a envoyés à plus de 10 000 kilomètres. Ils ont débarqué là-bas, avancé à travers le pays, comme une énorme armée sous contrôle militaire. Et la stratégie américaine a fini par conclure qu'une guerre terrestre en Asie, ce n'était pas une bonne idée. Alors, quelle est l'option militaire qui reste? La réponse, c'est la puissance aérienne. Les avions, les bombes, les roquettes. Donc, ils n'ont pas utilisé de troupes au sol en Iran. Jamais, pas une seule. Ils ont utilisé des avions, des missiles, des drones, tout le reste. Et ils ont échoué. Ils ont échoué avec une armée terrestre au Vietnam, en Afghanistan et en Irak. Et maintenant, ils ont échoué sans armée terrestre. Et vous savez ce que ça veut dire au final? Ça veut dire qu'on a affaire à un empire qui ressemble plus à un tigre de papier qu'à un vrai tigre. Et c'est assez ironique que justement au moment où on commençait à comprendre tout ça, le secrétaire américain à la Défense, M. Hegseth, fasse un discours en Europe, au G7 ou lors d'une autre réunion, dans lequel il dit aux Britanniques « Vous êtes un tigre de papier, votre armée n'est pas à la hauteur. » Et les Britanniques, ou plutôt les Européens,
Monsieur Ruth, qui est tout un personnage, reste là sans rien dire. Voir une telle attitude servile, franchement, c'est laid. Et pourtant, le voilà, incapable de réagir à cette immense insulte qu'il vient de recevoir. On leur dit que leur armée européenne est un tigre de papier, alors que le monde entier regarde les États-Unis échouer encore et encore dans leurs aventures militaires, et nulle part de façon plus spectaculaire qu'ici. Voilà, pour moi, les premières grandes leçons à tirer de ce qu'on vient d'observer. Takeaway from what we have seen.